Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, donc dans le cadre des renforcements des connaissances et des prérequis et des compétences que vous avez acquises tout au long de l'année, aujourd'hui, on va faire la correction du sujet du bac 2019, STM, session normale, unité de conception. Donc, le support qui a été utilisé dans ce sujet d'examen, c'est ce qu'on appelle un transstockeur. Donc aujourd'hui, les grandes sociétés ont un très grand volume de produits à stocker. Donc ils peuvent utiliser ce qu'on appelle un transstockeur. Donc il permet de stocker des produits sous forme emballés dans des boîtes et d'utiliser le maximum d'espace et tout ça d'une façon automatisée. Donc ça a beaucoup d'avantages. Donc, premier avantage, exploiter la totalité du volume du local, gain du temps, réduire les déplacements, réduire la fatigue, puisque tout est automatisé. L'intervention de l'homme reste réduite au minimum. De quoi se compose ce transstockeur? Donc, il comporte trois blocs. Le bloc qui va se déplacer suivant un axe des X, parallèle horizontalement aux étalages, un bloc Z qui va se déplacer verticalement suivant l'axe des Z, et un bloc Y qui va se déplacer suivant l'axe des Y perpendiculairement au étalage, et un préhenseur, c'est-à-dire un système qui va prendre le produit et qui va le stocker ou le déstocker. D'accord? Et donc, l'objectif, c'est... Vous savez que le sujet est toujours divisé en plusieurs situations d'évaluation qu'on appelle SEV. Donc, il y a 3 situations d'évaluation, 1, 2 et 3. Donc, première situation d'évaluation, c'est appréhender, analyser le fonctionnement du transstockeur. 2, étudier le comportement mécanique de quelques éléments transstockeurs. 3, choisir le moteur du bloc X. D'accord? Alors, une remarque importante, le système utilise l'énergie électrique et pneumatique. Il est commandé aussi par un automate programmable industriel qu'on appelle l'API. Donc il faut toujours consacrer assez de temps dans la lecture de la présentation du sujet. Comme ça, on a le maximum d'informations et on a une bonne vision sur le fonctionnement, sur la composition, sur les éléments qui composent le système, etc. Donc il ne faut jamais négliger la première partie qui est la présentation du sujet. Donc, si on entre plus en détail, le déplacement suivant X est donné par un moteur, un réducteur, un système à pignon crémaillère, qu'on va voir en détail par la suite. Le déplacement suivant Z est obtenu à partir d'une courroie crantée, d'accord? Et le déplacement suivant Z est donné par un vérin pneumatique qui va déplacer le système préhenseur qui va prendre et remettre les boîtes qui contiennent les produits. Donc, on entre dans le vif du sujet. Donc, la situation d'évaluation numéro 1, c'est l'analyse fonctionnelle du transstockeur. Donc, on vous dit petit a, compléter l'actigramme A0 du transstockeur. Donc, vous connaissez l'actigramme, d'accord, ce niveau A0. Donc, on nous a déjà dit que l'énergie électrique et l'énergie pneumatique sont utilisées pour faire fonctionner ce système. Et on nous demande quelle est la matière d'œuvre d'entrée, la matière d'œuvre de sortie et le nom du système. Donc tout ça a été dit dans la présentation. Donc on a le choix avec ces réponses. Donc la matière d'œuvre d'entrée, boîte à stocker ou à déstocker, c'est-à-dire le produit qu'on va ranger ou prendre de l'étalage. D'accord? Donc la fonction globale, c'est stocker ou déstocker les boîtes. Et la matière d'œuvre d'entrée plus la valeur ajoutée, c'est les boîtes stockées ou déstockées. D'accord? Et le système, c'est le transstockeur. Donc ça, c'est très simple. Petit b, compléter le diagramme FAST relatif à la fonction déplacer horizontalement l'ensemble mobile suivant l'axe des X. Donc seulement le déplacement suivant l'axe des X, seul. Donc on vous donne ou bien la fonction, il faut trouver l'élément qui réalise cette fonction, ou bien le contraire, on vous donne l'élément et il faut trouver la fonction. Donc, regardons les réponses et analysons ces réponses. Donc, réseau d'alimentation électrique, il sert à quoi? La fonction, c'est alimenter en énergie électrique. Distribuer l'énergie électrique et les données, variateur de vitesse.
Ensuite, on va dans le moteur de translation suivant X. Ça, c'est général. Dès qu'on vous parle de moteur, sa fonction, c'est de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Donc, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Ensuite, adapter la puissance mécanique de rotation transmise. Là, il faut revenir au schéma du début pour voir l'élément qui assure cette fonction. Donc, on voit ici qu'on a ici le moteur, d'accord? Et puis, on a le réducteur qui va adapter la vitesse et le couple pour la donner au pignon du système crémaillère, d'accord? Donc, c'est le réducteur qui réalise cette fonction. Donc, adapter la puissance mécanique de rotation, réducteur de vitesse suivant X. Ensuite, on vous demande de transmettre la puissance et protéger le réducteur et le moteur en cas de surcouple. Donc, on voit ici cet élément-là qui est le limiteur de couple. Le limiteur de couple, on a déjà vu, sa fonction, c'est de protéger mécaniquement le moteur du surcouple. D'accord? Donc, limiteur de couple. Transformer la puissance mécanique de rotation en puissance mécanique de translation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le système pignon-crémaillère. Ce système-là, on l'a déjà vu, voici une petite vidéo. Voici le système crémaillère. Donc vous avez le pignon en tournant, on obtient aussi une translation. Alors les deux mouvements translation-rotation peuvent être divisés au pignon et au crémaillère, mais dans ce cas précis, les deux mouvements sont obtenus dans le pignon. C'est le pignon qui tourne et qui translate en même temps. Donc, système pignon-crémaillère. Ici, contrôler la position suivant l'axe des X, codeur incrémental plus capteur, fin de course. On peut prendre cette information. C'est ce capteur-là qu'on a sur le capteur fin de course. D'accord? Capteur fin de course. Pour déterminer le déplacement de ce bloc suivant l'axe des X. Tâche numéro 1, 2, analyse technique du transstockeur. Donc là aussi, on vous demande le schéma synoptique suivant les noms des composants de la chaîne de transmission de mouvement sur l'axe des Z, seulement l'axe des Z. D'accord? C'est-à-dire quels sont les éléments, les sous-ensembles qui transmettent le mouvement du moteur jusqu'au préhenseur suivant l'axe des Z. Donc regardons ces réponses, mais avant de les analyser, on va voir en détail l'axe des Z, le déplacement l'axe des Z. Donc on voit aussi qu'il y a un moteur avec un frein qui donne le mouvement de rotation à deux pignons d'adaptation pour adapter la vitesse et le couple, qui vont actionner une poulie crantée, d'accord? Et cette poulie crantée, on va l'utiliser non pas pour transmettre le mouvement de rotation, mais pour le transformer en translation. Donc on va fixer une benne, d'accord, sur l'un des brins de la poulie pour obtenir une translation. Donc le classement est le suivant. Donc moteur, pignon d'adaptation, courroie crantée, benne de préhenseur, et puis le préhenseur. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Réducteur de vitesse, pignon d'adaptation, poulie crantée, courroie crantée, benne porte du préhenseur, vérin sans tige, puis le préhenseur, et l'action de déplacer suivant l'axe des Z. En se référant au dessin d'ensemble et sa nomenclature, on vous demande de citer les deux conditions d'engrainement entre les roues de l'engrenage conique à denture droite, c'est-à-dire des deux pignons. Donc là, il faut aller jusqu'au document ressources, c'est-à-dire le dessin d'ensemble. Donc le dessin d'ensemble de ce réducteur est le suivant. Donc ici, c'est le moteur, le pignon d'entrée, qui va faire tourner ce pignon, qui va faire tourner cet arbre. Sur cet arbre, il y a un pignon conique, premier pignon conique, numéro 4, qui va faire tourner le pignon conique récepteur numéro 2, d'accord, qui va faire tourner cet arbre, qui est lié avec un accouplement limiteur de couple, et ensuite l'arbre de sortie. Donc on vous demande quelles sont les deux conditions d'engrainement entre les deux pignons coniques. Là, on a déjà vu dans le cours, il y a deux
deux conditions essentielles. D'abord, comme tous les engrenages, il faut qu'ils aient le même module, c'est-à-dire la même taille des dents. D'accord? On a dit que le module, c'est lui qui détermine la taille de la denture. Plus le module est grand, plus les dents sont grandes. Et puis, c'est spécifique aux engrenages coniques, aux roues coniques. Vous voyez ici, ils sont en forme conique. Donc, sur le diamètre primitif, il y a un cône primitif. Et les deux cônes primitifs des deux roues doivent se rencontrer dans un même point, dans un même sommet qu'on appelle S. Donc, ils doivent avoir ce S confondu des deux roues. Donc, pignon conique doit avoir le même module pour la roue dentée conique. Le sommet des deux cônes doivent être confondus au même point S. Et puis, on vous demande de donner le nom et la fonction de quelques éléments. 13, par exemple. Donc, 13, on doit chercher le 13. Donc, c'est cette pièce-là. En réalité, il y en a deux. Ce sont des roulements coniques. D'accord? Roulement conique. La fonction d'un roulement conique, c'est de guider en rotation l'arbre intermédiaire 7. Et en plus, pourquoi on a utilisé des roulements coniques qui n'ont pas des roulements à billes? Parce qu'ils supportent plus d'efforts axiaux. D'accord? Et encaisser les efforts axiaux appliqués par le pignon conique, parce que le pignon conique génère un effort axial important. La pièce 26, on cherche la pièce 26, elle doit être par là. Voilà. Donc la pièce 26, on voit son symbole, il croît avec une flèche, c'est un joint d'étanchéité, joint à lèvres. Donc joint à lèvres, comme tous les joints, assure la fonction d'étanchéité entre le couvercle 25 et l'arbre 26. 43, cette petite vis, vous voyez ici un trou dans l'axe de l'arbre qui sort par là, d'accord? Donc c'est pour lubrifier ces deux roulements. Donc on a injecté ici de la graisse ou bien de l'huile, ça dépend du mode de lubrification, avec une petite pompe, et on remplit ici de graisse ou d'huile, puis on ferme avec cette vis. Donc c'est un bouchon, d'accord? Donc bouchon de trou de graissage, fermer le trou de graissage après usage. Ensuite, on nous demande de compléter le schéma cinématique, d'accord? On a ici les liaisons qu'il faut compléter sont toujours entourées de traits interrompus. Donc on a une liaison ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut voir ces liaisons dans le dessin d'ensemble. Cette liaison-là, c'est une liaison encastrement entre pignon 21 et l'arbre moteur. D'accord? Donc on aura ici une liaison fixe, liaison encastrement. Pardon. Donc voilà. D'accord? Ensuite, liaison encastrement ici entre ce pignon-là et cet arbre. Encastrement. Ensuite, liaison ici, liaison avec ces roulements qu'on a déjà parlé. Liaison, donc les roulements réalisent toujours une liaison pivot. Donc liaison, ici, on doit avoir une liaison pivot. Voilà. Ici, une liaison encastrement entre ce pignon et cet arbre. Même chose pour ce pignon et cet arbre, liaison encastrement. D'accord? Et ici, deux liaisons pivot entre les arbres 29 et le bâti, et l'arbre 40 et le bâti, qu'on voit ici, avec ce roulement, ces deux roulements, et ces deux roulements. Toujours lorsque vous regardez, vous voyez, dans 99% des cas, lorsqu'on utilise des roulements dans un mécanisme, c'est pour une liaison pivot. D'accord? Donc on obtient ce schéma cinématique, liaison encastrement, encastrement, pivot, encastrement, encastrement, pivot, pivot. Ensuite, chaîne fonctionnelle et asservissement. Compléter la chaîne fonctionnelle relative au déplacement vertical de l'ensemble suivant l'axe des Z. C'est-à-dire là, on a utilisé la courroie crantée. D'accord? Donc, on doit compléter ici ce qui manque, les informations qui manquent. Donc, pour regarder analyser ces réponses, on va voir en détail revenir sur le schéma du déplacement du bloc suivant Z. Donc, ici, acquérir. On a ici ajouté les deux capteurs. Vous voyez, un capteur de fin de course ici, un capteur de fin de course là. D'accord? Ensuite, traiter, API. Cette information, elle est donnée dans la présentation du sujet, du support, du mécanisme au début. C'est pour ça que je dis qu'il faut
donner une attention particulière à la présentation du support. Ensuite, ici, on nous demande quel est le système qui convertit. Donc, bien sûr, c'est un moteur. Voilà. Un moteur à courant continu suivant Z. C'est celui-là. Moteur à frein continu suivant Z. Transmettre, donc c'est le réducteur. D'accord? Courant suivant Z. Donc, c'est les deux pignons d'adaptation. Pignon d'adaptation et le poulie et courroie crantée. D'accord? Et on obtient donc la matière d'œuvre de sortie, c'est ensemble mobile en position finale. On se réfère au schéma bloc du système asservi, document réponse 15-17, donner le rôle du comparateur, déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte, etc. En regardant ces réponses, et pour d'abord, on va analyser le document réponse, le document ressources, document ressources, page 15-17. Donc, on nous donne le principe d'asservissement du moteur, suivant Z. Donc, on a déjà vu dans le cours d'asservissement. Donc, comme il a asservi ce moteur, à la sortie du moteur, il y a une génératrice tachymétrique. C'est une génératrice tachymétrique. C'est comme un moteur à courant continu, mais utilisé à l'envers. C'est-à-dire qu'il va transformer la rotation du moteur, de l'arbre du moteur, en une tension qui va être donnée à un comparateur intégré dans l'automate programmable et pour donc déterminer la position réelle de ce bloc par rapport à l'axe des Z. Et il va la comparer, dans ce schéma-là, il va la comparer à la consigne, la position donnée par l'opérateur. Ils vont les comparer et suivant la différence, il va corriger cette position. On reviendra plus tard à ce schéma. Donc, la première réponse, donner le rôle du comparateur, c'est comparer la position réelle du moteur à courant continu et celle désirée par le préhenseur. Pardon, ici, il y a une petite erreur, au lieu de dire du préhenseur, de l'utilisateur. Ensuite, déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte FTBO. On a vu pendant le cours de asservissement la boucle ouverte, la fonction de transfert de la boucle ouverte, c'est utiliser ces blocs sans considérer que, comme ici, c'est comme si ici il y a une coupure. Donc je vous rappelle que ces symboles symbolisent la fonction, la transformée de la place, de la fonction temporelle de la grandeur étudiée ici. Donc, ici, on a KHG, d'accord, ou bien GHK, on verra comme ceci, d'accord. Donc, c'est ça, la fonction de transfert de la boucle ouverte. Donc, FTBO est KHG, vous voyez, KHG, d'accord. Ensuite, on nous demande de déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. On met θS sur θE. Par définition, la fonction de transfert en boucle fermée, c'est la fonction de transfert de la chaîne directe, d'accord, sur 1 plus la fonction de transfert de la boucle ouverte qu'on a vu à la question précédente. Donc ça, c'est la fonction de transfert de la chaîne directe sur 1 plus la fonction de transfert de la boucle ouverte. Situation d'évaluation numéro 2. Étude dynamique et détermination de caractéristiques géométriques du pignon. On va utiliser aussi le document ressources 15-17. On nous donne dans ce document 15-17, ressources 15-17, la modélisation du bloc suivant l'axe des X. Donc on l'a modélisé sous forme d'un solide de forme géométrique simple et qui va être soumis à une force Ft, donc exercée par la crémaillère, d'accord, pour le déplacer suivant l'axe des X. Mg représente le poids de ce bloc. La réaction sur les rails de guidage va considérer avec frottement. Donc en réalité, cette force va être inclinée pour être opposée à la force de déplacement, au sens de déplacement. Et si on projette cette force qui sera inclinée sur l'axe des X, ça va donner Rx, et sur l'axe des X, ça va donner Rz. Donc on se retrouve avec un modèle simple,
un solide qui est soumis à 1, 2, 3, 4 forces dont on connaît la direction et le sens. D'accord? Donc, écrire l'équation vectorielle de l'équilibre dynamique appliquée à l'ensemble mobile de masse M pendant son mouvement horizontal. Ici, il suffit d'appliquer le principe fondamental de la dynamique appliqué à la translation. Donc, vous savez que le principe fondamental dynamique, il y a deux équations, des forces et des moments. Ici, il n'y a pas de rotation, donc on n'aura que l'équation des forces. L'équation des moments, on n'aura pas besoin. Donc, l'équation des forces, c'est somme des forces extérieures égale à m gamma, égale à la masse fois l'accélération. D'accord? Donc, il suffit d'écrire la somme des forces qu'on a déjà déterminées dans cette modélisation. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, les quatre forces qu'on a déjà vues, mg, rz, rx et ft, égale m gamma, la masse fois l'accélération. Ensuite, on nous dit de projeter l'équation vectorielle de l'équilibre dynamique sur l'axe des x et en déduire l'expression littérale de l'effort tangentiel t. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De projeter toutes ces forces sur l'axe des x. Nous avons deux forces qui sont parallèles à l'axe des x. Il y a ft et rx, ils sont parallèles. Et mg et rz sont verticales, perpendiculaires. Donc, leur projection sera nulle. Donc, il ne reste que la projection de ft et de rx. Rx est contraire à l'axe au sens de x, donc ce sera négatif, et ft positif. On obtient ft moins rx égale mg, donc ft égale rx plus mg. D'accord? On a ici la modélisation, donc projection sur l'axe des x. On nous donne ici, malheureusement ça a été déplacé, l'accélération suivant la première phase, donc les différentes phases du mouvement du bloc X. Il y a une première phase d'accélération, vitesse constante, puis une décélération. D'accord? Pendant l'accélération, gamma égale 0,7. Pendant la décélération, égale 0,7. Moins 0,7, pardon. Donc, on nous demande d'utiliser la formule qu'on a dit tout à l'heure pour mettre la formule et faire le calcul. Donc, la formule de tout à l'heure, c'est ici. Et il suffit ici de remplacer gamma par 0,7, d'accord? Et la masse, m, par 10 puissance 3, elle est donnée, d'accord? Donc ici, il suffit d'appliquer l'application numérique. On constate ici que dans cette phase-là, la vitesse est constante, donc gamma égale 0, d'accord? Donc, cette partie-là sera nulle. Donc, Ft égale Rx égale mg petit f c'est le coefficient de frottement, d'accord? Et on peut constater aussi que ici, gamma est négatif puisque c'est une décélération. Il y a décélération, il y a freinage, donc il est négatif. Donc il faut remplacer gamma ici par moins 0,7, ça donne une force négative, c'est-à-dire dans l'autre sens, contraire à x, pour freiner le bloc. Ici, on nous demande de calculer le module du pignon qui engraine avec la crémaillère. On nous donne la formule qu'on a déjà vue, la résistance des matériaux. Le module doit être supérieur ou égal à 2,34 Ft sur K RP. Ft, c'est la force tangentielle. K, c'est une constante B sur M. B, c'est la largeur de la denture sur le module. D'accord? Et RP, c'est la résistance pratique au cisaillement du matériau qui compose la denture. Donc, on regarde les réponses. Donc, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur. Donc, Ft, on l'a déjà calculé. K est donné, c'est K. Et ça donne 2,90 mm. Calculer le diamètre primitif D du pignon. Là, il faut revenir au système pignon-crémaillère. On a vu que la vitesse linéaire de l'élément qui translate, que ce soit la vis, le pignon ou la crémaillère, la vitesse est égale à oméga d sur 2. Donc, oméga, c'est la vitesse de rotation. Donc, on tire d égale v sur oméga, etc. Application numérique, 84 mm. Compléter les valeurs trouvées auparavant la table des caractéristiques du pignon. Donc là, il faut se rappeler des formules entre le module, le diamètre primitif, le diamètre de tête, le diamètre de pied.
Et en appliquant en faisant l'application numérique, on trouve toutes ces valeurs et ça ne pose aucun problème. Validation du roi du moteur suivant l'axe X du bloc. Donc, calculer la puissance utile PU. Là, il faut aller au document ressources 16 sur 17. À la sortie, on nous donne la force Ft et la vitesse 0,7. Et on nous demande de calculer la puissance. Donc, en translation, la puissance est toujours égale à la vitesse fois la force. Voilà, P égale FV, application numérique, on trouve la valeur. Déterminer le rapport de réduction. Pour le rapport de réduction, il faut revenir au schéma cinématique. Donc, on a ici 4 pignons, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le produit des aides des roues motrices sur le produit des aides des roues réceptrices. Donc, ça nous donne Z21, Z4, Z11, Z3, application numérique, on trouve 0,1095. Et donc, la vitesse de sortie, c'est égal à la vitesse d'entrée sur le rapport de réduction, application numérique, on trouve la valeur du 1450,62 tours par minute. D'accord? Calcule le rendement du global. Le rendement, on l'a ici. Donc, c'est le produit des 3 rendements. D'accord? 1 fois 1 fois. Donc, c'est le produit des 3 rendements. Et donc, la relation entre le rendement et les puissances. Le rendement est égal à la puissance d'entrée sur la puissance de sortie, PU sur PM du moteur. Et donc, on tire la puissance du moteur. Et une fois la trouver, on peut choisir la puissance, le moteur adéquat pour faire ce déplacement suivant X. D'accord? Le diamètre de l'arbre, on va le calculer en torsion. D'accord? Donc, c'est calculer le moment de torsion. Il faut d'abord calculer le moment de torsion. Donc, le moment de torsion est égal à la force tangentielle fois le rayon. Donc, elle est déjà ici. Ensuite, en utilisant la condition de résistance, on a la condition de rigidité. Il ne faut pas que la torsion ne dépasse une certaine valeur. Donc, on a le moment de torsion doit être inférieur ou égal à θ limite. En faisant attention aux unités, d'accord, on trouve D supérieur ou égal à 35,59 mm, bien sûr. La contrainte, c'est égal taux, la contrainte de cisaillement, avec un coefficient de concentration de contrainte, c'est égal à MT sur E0 sur ce qu'on appelle le cours petit v. Ici, petit v, c'est D sur 2. Et donc, en faisant l'application numérique, on trouve 46 mm. Tâche numéro 3, l'effort tangentiel Ft égale, donc ça, c'est les données qu'on a utilisées. D'accord? Déterminer la résistance élastique minimale. Pardon. Donc, taux maxi est égal doit être la condition de résistance inférieure ou égale à REG sur coefficient de sécurité. Donc, on fait sortir REG, résistance élastique au glissement, et on trouve 5 fois, donc ça c'est le coefficient de concentration de contrainte, et on nous a dit dans le document ressources que RE mini est égal à REG sur 0,7, donc on trouve RE 330. Et donc, on choisit parmi ces nuances le matériau adéquat. Donc, 330, on prend juste celui qui est supérieur, c'est 350. Donc, on va trouver ce matériau qui est 38 CR2, c'est-à-dire avec un pourcentage de chrome. D'accord? Et j'espère donc